On va voir dans cette vidéo une quinzaine de méthodes que j'utilise tous les jours quand je travaille sur Blender. Ça va être beaucoup de raccourcis clavier qui me font probablement gagner un temps fou sur mes modélisations essentiellement, parce que là on va surtout voir des choses sur de la modélisation. Peut-être qu'on fera un autre épisode plus tard si ça plaît. Il y aura peut-être de l'animation, même si je suis moins à l'aise avec les méthodes d'animation, je connais 2-3 bricoles, comme des mouvements de caméra par exemple, ou aussi, pourquoi pas, sur tout ce qui concerne le shading, les textures, mais dans cette vidéo, ce sera surtout sur des méthodes de modélisation. Bon alors ce sera rien de farfelu, surtout des raccourcis, des petites choses qui sont pas forcément connues, d'autres qui sont plus connues, donc selon votre niveau peut-être que ce sera pas très intéressant, ou que vous pourrez peut-être voir des méthodes différentes. Bref, je vous picorerez dans cette vidéo, non pas que je connaisse le logiciel à 100% évidemment, mais moi c'est les méthodes que j'utilise qui me font gagner un temps fou, donc j'espère que ça vous sera utile également. Allez, on commence tout de suite, et on va commencer par ce qui me semble la base dès qu'on ouvre le logiciel, c'est le Startup File, qui me permet d'avoir à l'ouverture de Blender directement une scène avec ce bonhomme, et surtout avec tous les réglages que j'utilise régulièrement. Normalement quand vous ouvrez Blender, vous avez un cube, une lumière et une caméra, un truc comme ça, et la plupart des gens qui utilisent Blender, la première chose qu'ils font, c'est de tout supprimer. Pourquoi ils font pas leur propre scène, même si c'est amusant, au bout d'un moment, c'est un truc qui est pénible et qui est redondant à chaque fois. De supprimer ce dont t'as pas besoin, de refaire tous tes réglages, y compris dans tes résolutions, tout ça. Et pourtant, c'est quelque chose de très simple à faire. Après, il faut aussi que ça ait du sens par rapport à votre façon de travailler. Moi, j'ai un bonhomme parce que je fais beaucoup de scènes qui se veulent réalistes, donc c'est intéressant pour moi d'avoir une échelle à taille humaine. Je suis même pas obligé d'avoir un humain, je pourrais juste avoir un cube qui ferait 1m80 de haut. Donc quand j'ouvre Blender, c'est quelque chose que potentiellement je ne supprime pas. J'utilise souvent cette échelle, donc c'est intéressant pour moi d'avoir ça dès l'ouverture de Blender. Donc pour ça, vous faites simplement les réglages que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous créez la scène qui vous intéresse, et dans File, Defaults, Save Startup File, et c'est tout. La prochaine fois que vous ouvrirez Blender, vous aurez votre scène déjà prête, et vous pourrez commencer à travailler plutôt que de refaire tous vos réglages. Ça, c'est le premier tips pour gagner du temps. On passe au deuxième tips. Ça va être les raccourcis clavier. Alors, il y a énormément de raccourcis. Je vais pas vous expliquer ce que font chaque raccourci. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai changé certains raccourcis, parce que j'ai un clavier qui n'a pas de pavé numérique, et il y a certains raccourcis qui sont très intéressants, notamment le point, le plus et le moins que j'utilise. Et vous pouvez voir ici, par exemple, lorsque je veux sélectionner plus de géométrie, j'appuie simplement sur égal, mais visuellement j'appuie sur plus, ou sur moins. Ça là-bas, je crois pas que ce soit possible sur un clavier sans pavé numérique, et ouais, c'est un truc intéressant que j'utilise. Pour changer des raccourcis clavier, il suffit d'aller donc dans les préférences, Keymap, et ici vous avez des centaines de raccourcis clavier, qu'il faut savoir que un même raccourci sera différent en fonction du panneau dans lequel vous êtes. Alors faites attention de pas effacer un raccourci que vous utilisez régulièrement. Pour éviter de faire une bêtise, ce que je vous conseille, c'est, je sais pas, par exemple, est-ce que telle touche fait quelque chose? Est-ce que c'est une chose que vous utilisez régulièrement ou pas? Tiens, ça, il se passe rien, ok. Donc peut-être que cette touche-là, je vais pouvoir aller lui dire qu'elle me servirait à faire une action que j'ai pas sur mon clavier et que j'utilise souvent. Donc faites bien attention à ça. Pour assigner des raccourcis en cliquant droit, on peut tout à fait, par exemple, Shade Smooth. Je clique droit dessus, Assign Shortcut, je peux assigner un raccourci directement ici, et il suffit d'appuyer sur une touche, je vais pas le faire, sinon potentiellement ça va remplacer un raccourci que j'ai déjà. Mais ça c'est encore plus rapide que de devoir aller dans les menus. Pour donner un exemple, que CTRL-K fait quelque chose. Voilà, CTRL-K ne fait rien visiblement. Et ben je peux tout à fait dire que pour créer un cylindre, Assign Shortcut, CTRL-K, et voilà. Je fais CTRL-K, j'ai mon cylindre. Par contre, si je reste appuyé, attention, vous voyez que en 2 secondes, j'en ai déjà créé 10. Voilà, c'est un truc à savoir. Est-ce qu'on peut aussi l'enlever? Remove shortcut, parfait. Voilà, pour les shortcuts. Troisième chose, c'est encore quelque chose d'un peu bête, mais je vois des personnes qui n'ont pas l'air de le savoir, c'est le clic droit. Quand on fait une action, ne serait-ce qu'un déplacement, avant d'enlever mon doigt de la souris, je clique droit, et ça annule ce que je suis en train de faire. Et ça marche avec tout. Ici par exemple, si avant de relâcher ma souris, je clique droit, il va se remettre là où il était avant. Pareil, là, S, avant de valider en cliquant gauche, je clique droit,
ça annule ce que je suis en train de faire. Et ça, pour à peu près tout, ça marche aussi sur ce menu-là. Bah, c'est le même principe, hein. Avant de relâcher, je clique droit, ça annule. C'est très pratique, ça vous évite par exemple de faire ça, puis CTRL Z, ou de faire ça, puis de revenir là, mettre 1. C'est vraiment quelque chose qui est bête, mais ça fait gagner un temps fou de le savoir. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne le savent pas et qui ne l'utilisent pas en tout cas. Alors juste, j'ai oublié de préciser quelque chose sur le clic droit aussi. Si par exemple, on fait un insert et que je clique droit, ça s'annule, tout va bien, ça n'a rien changé. Par contre, attention, avec l'extrusion, c'est différent, je sais pas pourquoi. J'appuie sur E, j'extrude, je clique droit pour annuler. Attention, parce que vous voyez qu'on a quand même créé quelque chose. Donc pour le coup, je sais pas pourquoi, c'est pour l'instant le seul outil où j'ai constaté que ça fonctionnait pas bien. Vous voyez, extrusion, clic droit, les points ne sont pas revenus, la géométrie a bien été créée. Vous voyez, ça se voit là. On voit qu'il se passe quelque chose ici. Donc voilà, extrusion, attention, il faut effectivement repasser par un petit CTRL Z. Ok, maintenant on va passer dans des choses un peu plus sombres. Non, pas tant que ça. Je vais parler du menu des favoris, des Quick Favorites. Quand on appuie sur Q, on a les Quick Favorites. Là, moi, j'ai déjà plein de choses. Je crois qu'il n'y a rien du tout à la base. Donc le Q, c'est simplement un raccourci pour afficher ça. Et on peut mettre un peu ce qu'on veut. Si par exemple, je veux un cube, plutôt que de faire ici Add Mesh Cube ou Shift A Mesh Cube, on va pas. Imaginons un cylindre plutôt. Voilà, je vais faire un cylindre parce que le cylindre, on a, en tout cas moi, j'ai moins l'habitude de l'utiliser, mais je l'utilise de temps en temps. Et à chaque fois, je suis là, Shift A, Mesh, il est où, il est où? Il est là, ok. Et ben mine de rien, les 4 secondes que je viens de passer auraient été plus rapides si mon cylindre était là. Donc pour ajouter le cylindre à mes Quick Favorites, je clique droit sur cylindre, Add to Quick Favorites, et maintenant, il est ici. Hop, j'ai mon cylindre. Bon, et c'est sympa pour ajouter de la géométrie, mais ça marche aussi avec n'importe quelle action. Je sais pas, n'importe, même invert. Bah tiens, j'ai quoi moi là par exemple? Oui, j'ai des choses comme Origin to Geometry, ça va changer son point d'origine. Origin to 3D Cursor, ça c'est un truc très intéressant, j'en reparlerai un peu plus tard, qui nous permet, par exemple notre curseur était là, qui nous permet de rapidement mettre le point d'origine au niveau du curseur. En mode edit, il y en a d'autres. Donc pareil, c'est des choses hyper intéressantes. On va prendre une ligne, celle-là. On va lui dire de se relaxer. Vous voyez ce qui se passe? Il va faire une action que j'utilise souvent et que si je l'avais pas dans mes Quick Favorites, eh bien, je sais même plus où je devrais aller, mais c'est dans ces menus-là. Probablement là, non. Ok. Bon, on va... Ah, peut-être là. Non. Peut-être sur le clic droit. Bon, vous voyez qu'il y a des menus partout, avec beaucoup d'options. Ah, c'est peut-être là, cette flow. Non, Loop Tool, Relax. Ah oui, en plus, il faut l'activer. Enfin bon, bref. C'est des choses que je vais utiliser souvent. Par exemple, je vois le Bridge Tool. Très intéressant, ça aussi. Le Bridge Tool, par exemple, je veux faire une géométrie au milieu. Q, Bridge, et hop, j'ai mon bridge est fait. Je suis pas obligé d'aller chercher au niveau de mes menus. Je sais même plus où c'est. Edit, Loop Tool, Bridge. Ça paraît bête parce que c'est quelques secondes de gagner, mais mine de rien, en fait, de faire ça sur une journée entière, bah, en fait, ça vous fait gagner des dizaines de minutes, potentiellement des heures, non? Peut-être pas quand même. Donc voilà, les Quick Favorites, c'est bon à savoir, c'est bon à connaître. Finalement, c'est juste un autre menu. Là, le clic droit donne un menu, le Q donne un autre menu. Bon bref, il y a des menus partout. Ensuite, j'en ai brièvement parlé, mais le curseur, c'est quelque chose d'hyper intéressant, et de connaître 2-3 trucs qu'on peut faire avec, qui peuvent vous sauver une fois de plus quelques secondes de travail. On va faire quelque chose comme ça par exemple. Imaginons que je veuille que mon bonhomme soit au centre de ce plan. J'ai plusieurs solutions, mais je peux demander à mon curseur d'être sur le point d'origine ici, en faisant Shift S. Vous voyez qu'il y a plein de choses concernant le curseur. Et je peux lui dire curseur to selected en bas. Ensuite, je peux sélectionner mon humain. Shift S encore. Sélection to curseur. Et voilà, j'ai mon bonhomme au centre de mon plan. Et c'est assez facile à mettre en place. Pour déplacer le curseur, on peut aussi faire Shift clic droit. Et ça veut dire que maintenant, par exemple, je peux lui dire Shift clic droit, Maj S, Selection to cursor. Ça va aller déplacer mon plan là-bas. Et on aurait pu faire lui aussi. Oups. Vous voyez que ça peut être quand même très rapide. Shift S, Cursor to Word Origin.
Shift S, Selection to Cursor. Donc c'est bon à savoir si on a besoin de déplacer un truc rapidement dans un coin. Hop. Shift, clic droit, on peut même laisser le doigt sur Shift, S, Selection to Cursor. Ah ouais, et ça fait bien d'avoir fait ça. Ça me fait penser que si vous avez plusieurs objets de sélectionner, ça se met ici au milieu parce que tout en haut là, on a quelque chose qui est median point. Ça veut dire qu'il va faire le point médian entre les différentes origines, voire de géométrie plutôt, que vous avez sélectionné. Si je mettais Active Element, en théorie, là, l'élément actif, c'est le plan. Si je refais mon Selection to Cursor, voilà, il va se fier à l'élément actif et donc centrer le plan, et non pas la médiane entre les deux objets. Et on peut faire la même chose avec d'autres affaires. Est-ce que ça marcherait Individual Origins? Est-ce que ça mettrait les deux objets au curseur? C'est intéressant à savoir. Non, ça fait le point médian. Ok. En tout cas, ça, c'est un truc, vous voyez que ça va aller vite. Et si vous avez un pavé numérique, vous pouvez utiliser aussi les chiffres qui sont ici dans le menu, même sans pavé numérique. Par exemple, curseur to row d'origine, c'est le 1. Si j'appuie sur 1, ça fera le truc. Même plus besoin d'utiliser la souris. Ça, c'est de l'entraînement musculaire. Hein. Je lis même plus au bout d'un moment ce qui se passe. Maintenant, on va parler du Snap Tool. En gros, c'est ce qui se passe ici. Snap, ça permet de magnétiser un élément par rapport à un autre. Là, ça va se magnétiser par rapport à la grille. Et pour le désactiver, on appuie là. Mais il y a une méthode déjà plus rapide pour activer ou désactiver, parce qu'on n'en a vraiment pas besoin tout le temps. Donc je le laisse toujours désactiver. Et en fait, quand on appuie sur CTRL, ça l'active, tout simplement. Et moi, le plus fréquemment, j'utilise en vertex. Ça veut dire qu'il va se snapper en fonction des vertex de ce que je vise. Bon, ça c'est la base. Maintenant, en quoi c'est intéressant? Si par exemple je crée un cube que je vais placer là, on va faire une forme différente, qui soit plus petite, voilà, une espèce de trapèze. Je veux que ça soit sur mon cube. Jusque là, on peut se dire qu'il suffirait par exemple de sélectionner le cube avec les méthodes qu'on a vues avant. En mode Edit, de sélectionner la face du haut, faire Shift S, Cursor to Selected, on se remet en mode objet en appuyant sur Tab, ensuite on prend cet objet, Shift S, Selection to Cursor, et on a ce que je veux, le trapèze qui est au centre du cube en haut. Mais c'est un peu long, n'est-ce pas? Donc on va se remettre comme ça, on va remettre ça là. Ce qu'on peut faire, c'est avec le Snap Tool, donc si je fais G pour déplacer et CTRL, il va se snapper un peu de manière, c'est pas aléatoire, mais on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ce qu'on fait. Maintenant, avant de snapper, on peut donc faire G pour déplacer, B pour choisir quelque chose, un point. Donc ici par exemple je veux prendre ce point, et c'est ce point-là qui va se snapper où on veut. C'est déjà un peu plus précis par rapport à ce qu'on voudrait faire, mais il y a encore mieux. On peut faire G pour déplacer, B pour sélectionner un point. Avant de sélectionner son point, enfin, on le sélectionne en passant la souris dessus, mais avant de cliquer, on appuie sur A, ce qui nous permet d'aller sélectionner un autre point, et vous voyez qu'il y a un petit rond qui nous dit ce que ça va viser, donc ça va viser le centre entre ces points. Mais ça veut aussi dire que je peux encore cliquer sur A. Là j'ai sélectionné le centre de mon objet, et vous voyez que c'est le centre qui va se snapper. Et de la même manière, on peut ici aussi, avant de cliquer, lui appuyer sur A. Et voilà, ça c'est au centre. Bon, j'utilise très rarement ça, je dois l'avouer. J'utilise très rarement le fait d'aller sélectionner 4 points, mais ça m'arrive très souvent d'aller sélectionner au moins 2 points pour centrer un objet par rapport à un autre, ou en tout cas sur une arête. Ça je le fais très souvent. Imaginons que j'ai ce pic, prendre juste ça, et venir le snapper ici. Ça ressemble un peu à l'outil Align, qui est ici, dans les items, Align Tool. Je crois que de base il n'est pas activé, donc il faut aller dans les préférences et dans les add-ons activer Align Tool. Ça permet, on sélectionne un objet, on sélectionne l'objet vers lequel on veut qu'il s'aligne, et il va pouvoir aligner soit la localisation, sa rotation ou son échelle, ou tout ensemble. Et c'est très pratique. Voilà, j'aurais pas dû. Par exemple, si je veux le centrer par rapport au cube, Align Location en Y et en X, et là il est aligné. Donc ça, c'est peut-être parfois plus utile que le Snap Tool. D'ailleurs, on peut aussi le mixer avec un axe. C'est peut-être là où ce sera plus pertinent. Par exemple, je veux que ça se soit aligné
ça pour aligner ça à ça, mais dans l'axe Y. Il suffit que je fasse GY pour bloquer sur l'axe Y et CTRL pour aller le snapper sur ce point. Et là, il va être aligné parfaitement. On peut mixer ça donc avec les axes. Petit tips au passage, on veut que ça aille uniquement sur 2 axes pour éviter de faire par exemple GX puis GY. Il suffit de faire G Maj Z. Il va bouger partout sauf sur l'axe Z. Et on peut aller snapper notre petit point. Si par exemple il était plus haut, qu'on veut le snapper là, bah là il va aller descendre. Si je fais d'abord G Maj Z CTRL, il va bien se snapper là, mais il va rester à sa position sur l'axe Z. J'espère que je suis assez clair. Et pour revenir rapidement sur le Line Tool, ça sera effectivement plus pratique si vous commencez à avoir des objets inclinés, puisque là, en faisant ça, il va aussi prendre son inclinaison. Donc si je cache mon cube, il s'est incliné de la même façon que mon cube. Alors maintenant, on va parler du pivot, qui est ceci. C'est le point auquel va se référer votre objet pour appliquer une transformation. Que ce soit un déplacement, une rotation, une échelle. Vous voyez que par exemple, ça, si je fais S, il va se fier à son point d'origine. Maintenant, si je viens ici lui dire qu'il va plutôt se fier au curseur, si je fais S, vous voyez qu'il va se fier au curseur. Pareil en rotation, si maintenant je fais un pivot, il va se faire par rapport au curseur. C'est ça que je vous avais un peu teasé plus tôt quand on parlait du curseur. Ça, je l'utilise très souvent aussi. Imaginons par exemple que j'ai un cylindre, que ici, cursor selected, selection to cursor, que je lui fasse un pivot comme ça. Je remets mon curseur au centre du monde. Non, je vais pas le mettre au centre du monde. Regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre mon curseur sur cet objet. Je vais sélectionner mon objet ici. Et grâce au placement du curseur, je peux faire une duplication avec Alt-D. Avant de valider, je fais R. Et avant de continuer, je fais Z. Et oui, maintenant je peux en mettre plusieurs. Et là, je peux peut-être lui dire, par exemple, je sais pas, 40 degrés, entrée. Et là, je peux faire Shift R pour répéter l'action que je viens de faire. Ça me permet d'avoir précisément le même objet tout autour d'un autre objet, sans avoir galéré, sans avoir utilisé de modifier. On peut utiliser des modifiers, mais honnêtement, je trouve que c'est plus rapide comme ça. Petit tips en passant, si je fais Alt R, il va remettre ses rotations à 0, pareil avec Alt S, pareil avec Alt G. Ok, est-ce que c'est clair pour le pivot? Est-ce que j'ai pas d'autre chose à dire? Bah si j'ai d'autres choses à dire, on peut aussi parler des autres types de pivots. Imaginons que j'ai plusieurs objets. Si je prends tout et que je suis en mode médian et que je fais S, il va utiliser le point médian pour appliquer sa scale ici ou sa rotation si on veut. Mais si on veut que tous les objets changent en restant là où ils sont, il suffit d'utiliser Individual Origins et là chaque objet va rester à sa place dans toutes les situations. Et le dernier, Active Element, ça peut être intéressant aussi. Là, ils vont se fier à l'élément qui est actif, qui est ici en jaune. Si je tourne, il va tourner autour de cet élément. S, pareil. Et pareil, en fait, tout à l'heure, là, si je veux faire par rapport au curseur 3D, je fais Alt D R Z 22.5. J'ai fait un joli rond. Et ben, tout à l'heure, j'aurais pu faire la même chose en ayant son point d'origine ici. Donc, origine vers curseur 3D. Et ici, en fonction du point médian, vous voyez qu'il va quand même pivoter autour du curseur 3D parce que son point d'origine est ici. Si je mets mon curseur 3D ici, il pivotera par rapport à son origine qui est toujours ici. Donc on peut aussi faire comme ça. Ensuite, Maj R. Je viens de l'utiliser. Maj R va répéter la dernière action qu'on a faite. Par exemple, là, je déplace mon cube en X et que je fais Maj R, il va répéter l'opération de déplacer le cube en X de tant de mètres. Je peux faire la même chose en dupliquant l'objet. Donc si je fais Shift D et que je viens le mettre là, je fais Maj R, il va répéter l'opération. Attention avec Shift D, parce que Shift D, ça crée un nouvel objet. Donc si c'est pour le répéter, ça peut être risqué. Selon votre besoin, on peut non pas le dupliquer, mais créer une instance avec Alt D. C'est le même objet.
Si là je décide de le modifier, vous voyez qu'ils se modifient tous parce que c'est le même objet. Donc maj R, ça répète l'action, mais on peut combiner plusieurs actions. Par exemple, si je fais S2 et que je valide en cliquant, que je fais ensuite Shift R, il va répéter l'opération de faire un scale x2. Mais maintenant, si je veux faire un scale x2 uniquement sur un axe, il suffit que je lui dise S x2 uniquement sur l'axe Y. Là, je peux cliquer pour valider. Et si je fais maj R, il va répéter cette même opération. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, ce que je faisais tout à l'heure. Par rapport au curseur, je vais faire Alt D, ça va dupliquer. Je valide rien. Je fais R, Z pour faire une rotation sur l'axe Z. 40 pour dire que je veux qu'elle soit de 40 degrés. Là, je valide. Et là, le Shift R va répéter toute cette opération entière. Parce que j'aurais validé qu'à la fin. Ensuite, alors c'est quelque chose que je vois pas forcément beaucoup, donc j'en parle ici, c'est d'utiliser les chiffres pour faire une opération, par exemple S pour scale, 2 pour scale x2, ou 2,3, on peut, vous voyez qu'en haut à droite, ici, il va s'afficher ce qui se passe. Si je fais S, ça fait scale 1, 1, 1 parce que j'ai encore rien bougé. Si je bouge ma souris, vous voyez que les chiffres en haut à gauche grossissent, et si on veut être plus précis, on peut taper nous-mêmes un chiffre. Donc 2.5, on peut évidemment avec la touche retour effacer ce qu'on vient de faire, on peut faire 0.5 pour diviser par 2, on peut enlever 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, et ça nous permet d'être plus précis dans ce qu'on fait, et donc ça c'est un bon truc, pareil en rotation, 22.5 degrés sur l'axe Z, on peut vraiment combiner plusieurs actions, à savoir qu'on peut aussi faire des opérations, additionner, multiplier ou diviser. Par exemple, ici dans ma résolution, si on veut que ce soit du 4K au lieu du Full HD, plutôt que d'aller taper 3840, eh ben, je peux simplement lui dire multiplier par 2. Et voilà, on peut également lui dire diviser par 2 et il fait l'opération. Est-ce qu'avec plus ça fonctionne? C'est ce que je me demande. Oui, pour être plus précis, on aurait pu aussi appuyer sur la touche majuscule pendant qu'on fait une opération. Vous voyez que ça ralentit vachement ce qui se passe. J'arrête d'appuyer sur Shift. Vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Shift. Pas Shift. En fait, c'est simple. En Shift, ça avance de 0.010 en 0.010. Et avec Shift, ça avance de 0.001 en 0.001. Bien, ensuite, un point important. Là, on va parler de sélection en mode Edit et la différence entre Maj, Control et Control Maj. Pour ça, on a besoin d'un peu plus de géométrie, donc on va faire un petit Subdivide avec Maj R. Je répète mon opération. En mode édition, bon, si vous ne le savez pas, vous pouvez appuyer sur 1, 2, 3. Ce sont des raccourcis qui viennent ici changer le mode de sélection par point, par arête ou par face. Pour l'instant, je vais me mettre en face. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait Maj? Simplement, ça va sélectionner la face qu'on vise. Quand on fait CTRL, ça va sélectionner le chemin le plus court qu'il y aurait à faire entre les deux points. Et CTRL Maj, ça va prendre sur les trois axes tout ce qui se passe entre les trois axes. CTRL Maj, clic. Et je dis bien les trois axes parce que je peux faire la même chose ici. Ensuite, on va passer au truc un peu plus artistique, j'ai envie de dire, à savoir la sélection des contours. C'est-à-dire, par exemple ici, j'ai envie que ce soit un cercle, je l'extrude, et là je veux faire un bevel tout autour. Qu'est-ce qui se passe si là je fais CTRL B? Ça va me faire un bevel sur toute ma sélection, y compris au milieu. Ça crée beaucoup de géométrie pour rien, c'est bien dommage. Et dans l'idéal, je veux juste le contour. Alors je peux effectivement passer en mode Edge et sélectionner ici. Vous voyez que ça marche même pas parce que bon, la géométrie n'est pas faite pour. Mais on peut aussi... Alors moi j'ai un raccourci, vous allez voir ce qui se passe. Quand je fais B, ça me sélectionne le contour de ma sélection. Je fais B, c'est un raccourci qui n'existe pas à la base, car c'est dans Select, Select Loops, Select Boundary Loops, et c'est bien pratique. Maintenant je peux faire mon bevel tranquille, sans que ça touche au reste. Je vais faire un autre exemple. J'aimerais faire un bevel là, donc c'est un peu le même problème. Je vais sélectionner tout ça, j'appuie sur B qui est mon raccourci, puis je vais désélectionner ça, et je peux faire mon bevel.
Boundary Loop. Très pratique. Maintenant, on va parler d'un autre point. Je voulais parler de l'extrusion à la base, mais c'est un peu basique, hein. Vous sélectionnez des choses. Ça extrude. Mais vous avez aussi d'autres options. Si par exemple, je sélectionne toute la loupe en cliquant sur Alt et en venant sélectionner une arête qui est dans la direction de ce qu'on veut, au lieu de faire on va faire Alt-E, et là on a plein d'options intéressantes, notamment celle que j'utilise le plus, qui est Extrude Faces Along Normals, qui permet d'extruder, comme son nom l'indique, en fonction des normales de chaque face. On a un défaut de base, c'est que quand il y a des angles, il sait pas forcément comment réagir, parce qu'il faut lui dire comment réagir. C'est-à-dire que ici on a un petit menu, et en cliquant Offset Even, il va nous garder notre petit angle comme on le souhaite. Je constate que ce que j'ai dit, c'est une version très très simplifiée de ce qui se passe, donc je voulais apporter un tout petit peu plus de précision. Quand on fait Alt-E, Extrude Faces Along Normals, ce qui se passe ici, c'est que Blender va chercher à faire un genre de moyenne de lui-même. Il va pas se dire que on voudrait forcément quelque chose à 90. Donc lui, il va faire une moyenne. Et la moyenne, c'est que entre cet axe Y et l'axe X, bah, il va chercher à faire une courbe, je pense. C'est pour ça qu'il faut lui préciser que nous, ce qu'on veut, c'est Offset Even, parce qu'en lui précisant ça, il va comprendre qu'effectivement, on veut bien que cette arête-là soit parallèle à celle-ci, et pareil de ce côté-là. Et va donc former un angle à 90. Bon, c'est pas beaucoup plus clair, mais je pense que c'est un peu plus vrai sur ce qui se passe. On reprend. Idem avec Alt-S, qui est un peu le même principe. Alt-S, c'est un peu l'équivalent de S-Z. Mais la méthode est différente, parce que là vous voyez que chaque arête ici va être réduite, c'est pas ce qu'on veut. Alt-S, ça va garder cette même direction. Par contre, vous voyez aussi qu'on a un autre problème, il sait pas comment réagir dans les angles, et ça tombe bien parce qu'on peut aussi cliquer ici sur Offset Even, et je crois que faut le refaire à chaque fois. Oui, je disais que la méthode était différente, mais surtout sur un objet qui serait un peu plus complexe, ne serait-ce que ça. Là, je viens sélectionner cette loupe, que je viens l'extruder. Offset Even, Alt S, Offset Even, voilà. Là je fais juste S, Z, ça va pas marcher. Vous voyez qu'ici, ça n'a pas pris la même forme que mon objet. Alt S, au contraire, ça va garder cette forme-là. Là c'est Alt S, là c'est S, Z. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La différence entre Extrude Faces Along Normals, c'est que toutes les faces vont s'extruder en fonction des normales, et vous avez aussi Extrude Individual Faces, chaque face va s'extruder aussi en fonction de sa normale, mais les faces ne resteront pas connectées. Je voulais parler des Loop Tools. On va remettre un cube ici quand même. Les Loop Tools, quand on est en mode Edit et qu'on fait CTRL R, on a une Loop Cut qui va se créer, et d'ailleurs, si je clique droit, elle s'annule une fois de plus. Si je fais tourner la molette, je peux ajouter des Loop Tools. Je peux toujours cliquer droit pour annuler. Mais moi, ce que j'utilise le plus, si par exemple, vous voulez une Loop Cut ici, une Loop Cut ici, ben, pas trop sûr de ma taille entre là et là si je veux que ce soit égal. Donc, ce que je fais plutôt que de faire ça, je peux aussi dire, bah, j'en veux deux. Mais si j'en mets deux, elles vont bouger ensemble, je peux pas leur dire d'être exactement où je veux. Et en plus, maintenant que je les ai bougées, je suis pas sûr qu'elles soient bien centrées. Donc je peux toujours cliquer droit pour les recentrer, et là faire un S sur l'axe X, et là effectivement je sais que ça va être des parts égales. Donc ça c'est une autre solution, mais moi ce que j'utilise le plus, c'est que je fais une seule loop cut, et ensuite je fais un CTRL B, un bevel, et là je peux à nouveau choisir le nombre de cuts que je veux, et surtout, je gère mieux l'écart qu'il y a avec les bords. Et je trouve ça plus précis. Ok, et je viens de penser à quelque chose. Pour enlever une loop cut, quand elle est sélectionnée, vous pouvez faire CTRL X. C'est en fait l'équivalent de X Dissolve Edges. Ça va plus vite avec CTRL X. Et ça marche aussi pour les vertices. Là, je sélectionne ces vertices, CTRL X. Bon, ça risque de faire n'importe quoi. Voilà, parce qu'il sait plus comment sont connectés les autres arêtes. Avec les arêtes, ça marche mieux qu'avec les points. En tout cas, ça fait plus ce que j'attends que ça fasse. Donc on est bon. Donc ça, c'est un truc que je fais souvent. Une arête, on va dire que j'en fais une de chaque. Ensuite, avec Alt, Shift, Clic, je sélectionne toutes mes loop cuts. CTRL B.
Et là, j'ai ce que je veux. Mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vraiment vous montrer une seule loop cut plus bevel. C'est plus précis que faire tout de suite plusieurs loop cuts et ensuite de faire un scale. En parlant de bevel, on a quelque chose qui est intéressant aussi comme raccourci. Donc ça peut m'arriver de faire ça. Avec la molette, on peut mettre plusieurs coupes. De base, il nous fait un bel arc de cercle. Et si on valide, on peut aller ensuite revoir sa taille, revoir le nombre de segments, aussi lui donner une forme originale. Il y a même des presets, si par exemple on veut des marches. Donc ça c'est un menu qui est intéressant, mais ce que je voulais vous montrer, c'est deux choses. La première, c'est que si par exemple j'avais... On va faire un truc comme ça. Voilà. Là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'étirer ma forme sans valider son échelle. Donc vous voyez que là en Y on est à 5 et non pas à 1. Je vais juste vous montrer la différence quand on fait ce bevel. Mince, bah maintenant... On va se remettre en super ellipse. Là, on a une belle courbe uniforme. Ici, vous allez voir ce qui se passe. Bah, en fait, il se passe... Alors, ça peut être intéressant selon ce que vous voulez faire, mais vous voyez que ça fait pas cette belle courbe uniforme parce qu'il se base sur le fait que... Comment expliquer? En gros, pour lui, d'ici à ici, ça fait 1. Comme ici. 1. Alors que c'est faux, ça fait 5, on l'a vu. Sauf qu'on ne l'a pas validé, on ne lui a pas confirmé. Donc pour lui, ça fait 1. Si maintenant, on va le dupliquer. Si celui-là, je fais un CTRL A, appliquer son échelle, vous voyez que là ça repasse à 1. Mon explication n'est pas claire, mais je pense que vous aurez compris. Et bien vous allez voir que ici, il va se passer la même chose que là, normalement. Voilà, on a à nouveau une belle courbe. Que là, pour rappel, hein, c'est ça. Bref. Ok. Il y avait autre chose avec les bevels, c'est que avant de valider en cliquant, je peux appuyer sur la touche P, et en fait je vais retoucher sa courbe. C'est l'équivalent ici de la shape, qu'on peut aussi retoucher après avoir validé. Mais bon, c'est juste bon à savoir. Si vous voulez plusieurs shapes différentes sur le même objet, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'attendre d'être dans le menu, vous pouvez simplement appuyer sur P. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les bevels d'intéressant? Je ne sais plus. On peut faire des bevels aussi sur les vertices. Donc on vient de voir qu'avec une arête, on fait CTRL B et ça nous crée un bevel. Et sur les vertices, si on fait CTRL B, il se passe rien. Par contre, si on fait CTRL SHIFT B, on peut également faire des bevels. Et là, ça marche pareil. Avec la molette, on ajoute de la géométrie. Avec P, on peut retoucher sa forme, ce qui nous permet parfois de faire des cercles. Avec les méthodes qu'on a vues avant, et avec mon raccourci, je peux sélectionner uniquement le contour. Avec les Quick Favorites, je peux lui dire que je veux un beau cercle. Il me fait un cercle parfait. Et maintenant, je peux extruder. Je sais que j'ai un cylindre parfait ici. Vous voyez que là, je viens de combiner 4 ou 5 astuces dont on a parlé dans la vidéo. Oui, je reviens sur mes vertices. CTRL SHIFT B. Et donc P fonctionne. Là, ça marchera pas parce que j'ai pas assez de points. Alors, faut quand même savoir que ça crée des n-gones. Ça veut dire que là, on a de la géométrie qui fait pas 4 points, qui fait plus de 4 points. Donc ça peut être assez gênant selon votre besoin. Si vous voulez l'animer ou le déformer, ça va pas être bon du tout. Donc c'est quand même à savoir. On peut faire aussi, c'est parce que là je vous ai montré sur une géométrie, mais ça marche très bien aussi dans les angles. Pour adoucir un angle par exemple. CTRL SHIFT B. Ok, c'est tout pour les bevels. Les bevels. Puis c'est tout, c'est tout. C'est tout. Je vous ai déjà donné pas mal d'astuces. Je pense qu'il y en avait plus que 15. Mais ouais, c'est un peu la base de ma façon de travailler, je pense. Tout ce que je viens de vous montrer. Très rapidement, un tout dernier point, c'est que depuis le début, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a un menu tout en bas ici. Pas vraiment un menu, c'est plus des infos. Dès qu'on fait une action, quelle qu'elle soit, vous voyez, je fais plein de choses, il se passe plein de trucs. Ça nous donne des infos sur ce qui est faisable. Donc c'est vachement intéressant. Prenez votre temps à voir tout ce que c'est, ce qu'on peut faire, et en fait, vous allez remarquer que tout ce que je vous ai dit, finalement, c'est des choses qui se passent dans ce fameux menu. Oh! Mode précision, Alt, Navigate. Je sens que je vais porter un peu plus d'attention à cette barre que jusque-là j'ai complètement ignoré. Ok. Alors il y a quand même une question
qui va venir se poser. Comment on peut se rappeler de tous ces raccourcis? Moi, je pense que la meilleure méthode, de toute façon, ça va être de répéter les actions. Donc limite, en fait, vous regardez cette vidéo, vous mettez pause à chaque astuce, et vous allez l'essayer. Parce que généralement, on regarde une vidéo, on se dit « Ah bah oui, ok, c'est bon, je l'ai intégré », mais pas du tout, on a vite oublié. Donc ouais, limite, ce que je ferais, c'est que je mettrais pause, j'irai sur Blender, je ferai le raccourci plusieurs fois, je testerai des choses, et le fait de répéter l'action, et tout à l'heure je parlais de mémoire musculaire, c'est exactement ça. À force de le faire, ça reviendra. Même si ça viendra pas tout de suite au début, bah petit à petit on se souviendra de l'astuce, de la façon de la faire, puis on l'utilisera, puis après ça deviendra un mécanisme presque naturel. Donc c'est ça, mettez pause à chaque tips, faites-le sur Blender, puis continuez la vidéo. Et après, la prochaine fois que vous en aurez besoin, ça reviendra tout seul et il n'y aura même plus besoin de réfléchir. Et voilà. C'est tout pour la conclusion. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous apporter quelques astuces que vous utiliserez maintenant. Voilà, c'est tout. Merci, bye. Ah, c'est un peu ringard ça. C'est pas dans le Dragon Ball qui se téléporte comme ça? Je sais plus.